Le 31 mars 2023, l'Assemblée nationale a voté une proposition de loi visant à encadrer ça. Et à chaque fois qu'on se met des films, ça, c'est notre Youmbox. Tu vas pouvoir posséder une planète. Donc ça, c'est génial, parce que du coup, vous n'avez rien à perdre. Soit l'influence commerciale et la lutte contre ses dérives. Un vote qui arrive après moult péripéties dans le monde des internets. Des scandales, des lanceurs et lanceuses d'alerte, du harcèlement aussi, la mise en place de collectifs, la création d'unions et de fédérations, de tribunes un peu ratées. Nous, parce qu'on passe un peu tous pour des cons. Mais alors 2023, année zéro de l'influence responsable, pas mal la formule, hein. Elle est pas de moi, hein. Je l'ai piquée à Sciences Po. Depuis 2 ou 3 ans, je crois, on entend Bruno Le Maire nous parler de cette problématique toujours à la même période dans l'année. Donc la prise de conscience, je pense, était déjà là. Le 23 janvier 2023, il y a eu la publication du compte-rendu de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes concernant les enquêtes sur les influenceurs. On a une soixantaine d'influenceurs, je crois, qui ont été contrôlés, dont 60% avec des non-conformités. Donc le problème était déjà là, sauf qu'aujourd'hui, on voit une mise en action un peu de tout le monde. Et comment j'analyse ça? J'analyse ça suite au tweet de Booba. Et c'est devenu un sujet tellement politique que le ministère de l'économie ainsi que les députés ont voulu faire un peu le ménage dans le monde merveilleux de l'influence commerciale. Oui, retenez bien l'expression d'influence commerciale pour la suite, et notamment dans le projet de loi de la Porte-Vogetta. Mais à quoi va-t-elle servir ? La loi, d'abord, son objectif, c'est de définir ce qu'est un influenceur, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de définition juridique légale de l'influence. Ensuite, elle fixe un certain nombre d'obligations ou d'interdictions aux influenceurs. Elle rappelle que les influenceurs doivent respecter les règles relatives à la publicité, mais elle permet aussi de combler un certain nombre de lacunes dans les textes de loi existants. Par exemple sur la question de l'alcool, du vapotage, du tabac, ou encore des médicaments, des dispositifs médicaux et des compléments alimentaires. La publicité pour les jeux d'argent et de hasard sera aussi limitée aux plateformes pouvant exclure de l'audience les mineurs. Il est interdit de promouvoir la chirurgie et la médecine esthétique, tout comme les crypto-monnaies et contrefaçons. Outre la mention de partenariat et de placement de produits qui est déjà obligatoire, il faudra aussi ajouter la mention retouchée pour les photos et les vidéos filtrées. Autre point important, on va imposer un certain nombre d'obligations de transparence. Aujourd'hui, quand on reçoit un produit gratuitement, en échange d'une publication, on ne va pas être obligé de dire qu'on a eu un avantage en nature. D'autres pays le font. Ça, c'est quelque chose qu'on va mettre dans la loi, tout comme on va essayer d'imposer aux influenceurs d'avoir des pratiques plus saines sur la publicité dite de produits de dropshipping. On va dire, assurez-vous que les produits respectent les normes européennes, que ce n'est pas des produits qui sont issus de la contrefaçon. Donc, on va réguler les contrats entre les influenceurs et les agences. Puis enfin, la responsabilité des plateformes dans la possibilité de signalement, dans la possibilité de retirer des contenus. Bon, et tout ça, c'est un but final, c'est de faire de la pédagogie auprès des citoyens et citoyennes sur les bonnes pratiques. Début 2023, les acteurs de ce monde se réunissent en organisation. En janvier, l'Union des métiers de l'influence et des créateurs de contenu, l'UMIC, a été lancée. 2 mois plus tard, Magali Berda a aussi annoncé la création de la Fédération des influenceurs et des créateurs de contenu, la FIC. Et finalement, les agences qui étaient jusque-là des acteurs épars se sont retrouvés à devoir discuter ensemble pour, on va dire, défendre leurs intérêts, mais aussi réagir aux différentes propositions qu'on fait. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pratique et finalement sain. L'influence qu'on va connaître par les candidats de télé-réalité, par exemple, on appelle ça de l'influence commerciale. Donc, c'est de la vente, de la vente, de la vente. Et l'influence qu'on va connaître avec d'autres types d'agences, il y a du travail d'image, de la création de contenu, quel que soit le contenu, avec une certaine expertise. Il va y avoir de la vente, mais pas systématiquement. Ça va pas être la base du business model, on va dire. Sans parler de celle en particulier de Magali Berda, mais en tout cas d'une agence qui pourrait regrouper cette catégorie d'influenceurs et justement d'agences. Pour moi, tout ça, ça contribue à l'autorégulation. Et pour parler de celle de Magali Berda, c'est un peu surprenant. C'est très surprenant. Et c'est très étonnant parce que, effectivement, elle a fait partie des agences et des personnes qui ont propagé des escroqueries sur leur réseau. Il est vrai que l'annonce de la création de la FIC par Magali Berda, fondatrice de Shona Events, n'a pas manqué de faire parler sur les réseaux. Des progrès restent à faire sont immenses, mais que la volonté d'avancer, si elle est partagée, ne peut qu'être saluée. Mais qu'en pense Magali Berda? Elle nous a répondu lors d'un entretien téléphonique sur la question notamment de sa légitimité à lancer la FIC.
J'en avais parlé donc à la RPP en 2021. J'en ai parlé par écrit à Bruno Le Maire en 2021, où je lui avais envoyé un écrit en lui disant que j'avais eu donc l'idée de créer une fédération pour accompagner les influenceurs. J'avais alerté le ministre à l'écrit en lui disant qu'il fallait vraiment mettre des règles en place qui soient applicables à tous et à toutes. Mais concernant sa légitimité, personne n'a à remettre la légitimité de personne à partir du moment où, vous savez, pour moi, il y a une chose qui parle, c'est la justice. Les contrôles et la justice. À ce jour, Sean Evans n'a eu aucune amende de la répression des fraudes, malgré toutes les interrogations, etc., qui ont lieu depuis longtemps. On peut se demander si le but de l'initiative n'est pas aussi de relancer les placements de produits qui ont beaucoup baissé ces derniers temps. Moi, je crois qu'il est essentiel de redonner confiance aux gens et du coup de travailler sur de la communication, mais plus de la communication de ce qui est fait et qui est concret et qui est visible. C'est pas la fin du placement de produit parce que je pense que ce sera jamais la fin de la communication et de la publicité. Les réseaux sociaux sont trop importants aujourd'hui dans notre génération pour que ce soit la fin. D'après ce communiqué et notre entretien téléphonique avec Magali Berda, la FIC devrait permettre de recevoir notamment pour les influenceurs des alertes sur des suspicions de fraude. L'autre objectif serait de former les influenceurs à mieux connaître la législation, comme par exemple le code du consommateur. Et le tout devrait être encadré par des avocats. Mais après, est-ce que ça, de base, ça ne devrait pas être le rôle des agences ? Oui et non. Alors ça se pose comme question. Il y a des gens qui vont vous dire oui, l'agence c'est son rôle, et d'autres qui vous diront non, l'agence c'est pas son rôle, parce que l'influenceur il est libre d'accepter ses placements de produits. Il est libre aussi de dire le placement de produit comme il l'entend. On a le droit de lui donner un brief pour lui donner des conseils, lui donner des éléments sur les produits, mais il a le droit de le présenter comme il veut. Sinon, c'est la requalification contre un mannequin. Mais au final, c'est quoi l'influence ? En fait, l'influence, elle est perçue médiatiquement et elle l'était à moindre échelle au niveau des instances gouvernementales par le prisme en fait d'énormément d'amalgames et de raccourcis. Et pour elle, il y a 3 raccourcis. La première, c'est l'influence. On l'associe systématiquement aux stars de la télé-réalité. La deuxième, c'est que quand on parle d'influence, les gens pensent qu'on ne parle que de marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est un levier de la stratégie d'influence qui inclut plein de métiers finalement, la communication, les affaires publiques, le marketing d'influence. Personne ne remet en cause le marketing d'influence s'il est bien fait. Et le troisième raccourci, il consiste à comprendre l'influence par le prisme des chiffres. C'est une question de qualité des récepteurs qui apprécient votre message. Pour l'experte, l'influence, c'est un message, mais aussi une expertise, comme on le voit avec les leaders d'opinion. Elle distingue aussi 2 autres types d'influence, l'influence positive et l'influence négative. Les fake news, une info qui est pas vérifiée. Mais c'est quoi l'influence positive ? La personne qui en parle le mieux, c'est Nicolas Narcisse, qui a écrit un livre qui s'appelle Le devoir d'influence, et finalement qui explique que dans l'influence, il y a une responsabilité à laquelle répondent énormément de dirigeants, de leaders d'opinion, de chefs d'entreprise sur les réseaux sociaux pour finalement répondre aux grands défis de notre temps, qu'ils soient environnementaux, sociétaux, économiques, et dire voilà, moi, ma pierre à l'édifice, c'est ça. Une influence positive qu'on peut qualifier de responsable, quoi. L'influence responsable, encore une fois, elle est pratiquée par énormément d'acteurs depuis des années, mais c'est vrai qu'en ce qui concerne les médias, les réseaux sociaux et le cadre législatif, on repart sur une année 0 de l'influence responsable. Honnêtement, réjouissons-nous. Nous sommes la première nation en Europe à déposer un cadre légal autour de l'influence commerciale pour protéger l'ensemble des acteurs de la filière. Et ça fait de nous un pays exemplaire. Après, ça ne veut pas dire que demain, il n'y aura pas encore des avancées. En tout cas, si tout se passe bien, la loi pourrait rentrer en vigueur dès le 1er janvier 2024.